Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa avec l'émission Sageko d'aujourd'hui. L'actualité économique est intense dans le continent, y compris en République démocratique du Congo. Et puis dans le monde, vous savez, hier c'était le débat de la première économie du monde qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. On a vu le déprogramme qui s'est dessiné entre le président Trump, l'ancien président des États-Unis, et la vice-présidente des président Biden, qui a essayé un peu de faire l'éclaircissement. Et dans ces plateaux, heureusement, nous avons un professeur d'économie et qui va essayer un peu de nous éclaircir concernant l'économie mondiale et puis la République démocratique du Congo sous des régimes, des programmes avec les FMI. On ne sait pas ça va soutenir quoi, balance paiement ou peut-être l'écosystème financier parce que le financement pose problème, mais on va s'attarder beaucoup plus avec ces sommets de la philosophie de la route des choix. La route des choix, c'est la philosophie économique de la Chine. 45 États étaient, c'est là des 3 jours, au niveau de Beijing, y compris la République démocratique du Congo. 50 milliards en G. Vous savez, nous cherchons ici 16 milliards par an, mais 50 milliards en G. On a vu les accords qui se sont signés. Bienvenue, le prof Omeonga. L'économie est en ébullition. On voit aux États-Unis, on parle de programme économique des prétendants Maison-Blanche. Au niveau du continent africain, actuellement, nous voyons que ça bouge. Il n'y a même pas des jours, tout le monde était en Chine. Le président chinois a essayé un peu des accolades avec des présidents, la plupart des présidents du monde. Mais ici aussi, je ne sais pas si vous avez écouté, la RDC sous les deux programmes avec les institutions de Bretton Woods. Bonjour et bienvenue pour la journée d'aujourd'hui. Bonjour, merci. Merci encore une fois pour m'associer à ce débat, à cette tribune qui me permet un peu de m'adresser et partager ma petite contribution quant au débat économique de l'ère. Voilà, je vous informe que la semaine prochaine, ils vont nous suivre dans des petites maisons congolaises parce qu'actuellement, nous avons privilégié beaucoup plus le digital, mais on dit que voilà, tout le monde n'a pas le téléphone avec Internet. Il faut que les gens puissent s'habituer et surtout, on va changer aussi le programme. Il y aura le matinal des SAG matin. Le prof, il faut qu'on se réveille à 5 heures parce que Kinshasa le matin, l'habitude des décès animés, on veut vraiment parler de l'économie le matin. Quand on prend un peu le tasse de café, comment il faut que les gens puissent faire leur CV, comment financer les entreprises. Mais comment vous avez analysé le débat d'hier? Vous avez suivi d'abord le débat des Américains entre une grande dame, avocate, procureur, et un homme d'affaires, ancien président, vice-président en exercice aux États-Unis. Oui, j'ai suivi une partie, oui, c'est vrai. Vous savez, les États-Unis, comme tout le monde le sait, c'est des visions des sociétés. L'une incarnée par les ultralibéraux et l'autre par les démocrates. Donc, il faut se dire que toutes les deux grandes visions, se mettent d'accord pour dire que la richesse se crée au niveau du marché, mais la manière de les créer, par exemple, l'ancien président de la République, il considère qu'il faut mettre en exergue ce qu'on appelle le consensus de Washington. Il faut mettre les privés doivent être en exergue, alors que pour les démocrates, certes, les privés créent des richesses, mais l'État doit aussi faire une sorte de monitoring de régulation. Quand le président, l'ancien président américain traite Madame Kamala en disant c'est une marxiste, que son papa a enseigné l'économie marxiste et qu'elle n'a pas le programme, selon l'idée, il s'est envoyé des balles. Le président Trump a dit voilà, il faut augmenter des taxes des produits qui rentrent dans le territoire américain. Madame Harris dit non, c'est suicidaire, elle va privilégier plus le capital que le reste de l'économie de marché d'aujourd'hui. Comment vous trouvez en tant qu'économiste? Non, parler du marxisme aujourd'hui, c'est vrai que non, je crois que c'est un peu excessif. Vous savez,
Le président Trump, c'est quelqu'un qui, comme vous le savez, un peu dans ses attaques frontales, parfois il est dans les excès. Oui. Dire que qualifier sa challenger de marxiste, c'est un peu trop. Je ne pense pas qu'à l'ère qu'il est, qu'on puisse encore réveiller les démons du marxisme. Les marxistes, quand il dit qu'il est marxiste, non, je ne pense pas que ce soit le cas. C'est vrai que ce sont des visions. Et Trump, c'est un homme d'affaires, il privilégie l'initiative privée, il privilégie les entreprises. Mais l'autre, c'est vrai, il faut les entreprises, mais il faut aussi une dose de régulation de l'État pour permettre à ce que les plus démunis puissent bénéficier de certains services publics de l'État. Mais à cela, dire que les marxistes, non, je crois que c'est les marxistes, même dans des pays comme l'Union soviétique, comme la Chine, le marxisme n'a pas encore sa raison d'être. Donc pour vous, là quand même, le président Trump a essayé un peu d'exagérer. Non, il a exagéré, mais c'est de bonnes guerres. Mais selon je pense vous, que pour moi, j'ai toujours considéré, j'ai toujours partagé la vision des démocrates. Les démocrates, cette vision, je me reconnais dans cette vision-là. Et pas celle des ultra-libéraux qui pourraient, non pas, ils mettent, c'est vrai, ils mettent en exergue la rationalité économique, mais très peu la dose sociale n'est pas toujours au rendez-vous. Alors que nous savons qu'au-delà de la performance économique, toute donnée économique n'a de sens et sens que quand il y a la donnée sociale. Et lorsque le président Trump dit, parce qu'on va rester sur le président Trump parce qu'il a déjà présidé la République américaine, le pays fédéral, quand il dit que la Chine nous fait du mal, comment vous trouvez ce genre de propos? Parce que la Chine, pour lui, il faut vraiment monter le prix des produits fabriqués en Chine. Pour lui, c'est ça qui casse un peu l'économie américaine. Bon, la Chine nous fait mal aujourd'hui. Et bon, au-delà de ça, mais il faut se dire que la Chine aujourd'hui, c'est une puissance qui, si on n'y prend pas garde, risque d'ici 20 ans, 50 ans pour être la première puissance économique. Aujourd'hui, la Chine, ne l'oublions pas, c'est une économie émergente, mais qui, à ce jour, est la deuxième puissance économique mondiale. Donc, si on est avec la Chine qui a, aujourd'hui, on parle de celui qui a du cash aujourd'hui. La Chine a suffisamment de moyens, d'autant plus que la Chine aujourd'hui est considérée comme l'atelier du monde. En ayant une main-d'œuvre abondante et moins chère, il se fait que toutes les entreprises du monde se délocalisent pour aller s'installer en Chine, et cela permet à ce que la Chine crée beaucoup plus de moyens, beaucoup de biens, de richesses qui, peut-être on le dira tout à l'heure, vous avez vu son intervention, comment il veut prendre l'Afrique. Hier, on ne pouvait pas parler de la Chine par rapport à la géopolitique africaine. Aujourd'hui, de plus en plus, la Chine est en train de prendre de l'espace. Vous avez parlé de la démocratie Profomenga. On a vu aussi, parce que nous sommes dans une chaîne francophone, parmi les états majeurs de cet espace qu'on appelle la francophonie, c'est la France. On a vu qu'au niveau de la République française, presque 50 jours où le gouvernement était absent. L'élection législative anticipée, le groupe qui est arrivé en tête n'est pas à Matignon. Ça veut dire que la primature de Paris est aujourd'hui avec celui qui est arrivé en 4e position, donc un homme de droite. Comment vous trouvez ce genre de réaction où le président Macron a choisi, c'est lui et le groupe NR, donc la droite française, et qui est en 4e position, parce qu'en première position c'était la gauche, l'union de la gauche, en deuxième position c'était l'extrême droite, et en 3e position c'était le groupe Ensemble d'Emmanuel Macron, et en 4e position c'est LR. Mais maintenant, en allant, la gauche avait choisi une candidate qui est économiste et qui est argentée de la mairie de Paris, ce compte des comptes de finances de Paris, malheureusement qui est compagne de le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Mais malheureusement, ce n'est pas à lui que le président Macron choisit, mais la gauche est en train de menacer
de faire une motion de censure? Comment vous trouvez ces genres Non, de guettes démocratiques? il faut se dire que c'est à quoi nous constatons en France, c'est l'émergence des extrêmes. D'une part l'extrême gauche, de l'autre part l'extrême. C'est parce que Macron n'a pas su résoudre la fracture sociale. La question du pouvoir d'achat a joué en faveur des extrémistes, de gauche comme de droite. Mais pourquoi il a choisi? Mais il est allé là où il est réellement, parce qu'on peut le dire qu'il a été avec Hollande, mais fondamentalement Macron il vient des milieux financiers, donc c'est un homme de droite. Un homme de droite, bien qu'il soit. Il est de gauche. Il est de gauche, vrai. Mais pourquoi il droitise beaucoup plus la politique? De gauche, mais lui-même il est de la haute finance. Quelqu'un de gauche ne peut pas être, s'il est arrivé au pouvoir, c'est grâce et avec le concours de la haute finance. C'est un banquier au départ. C'est vrai qu'il s'est retrouvé dans les sérails de Hollande, qui est sociodémocrate, qui est socialiste, mais lui-même il est fondamentalement un homme de la haute finance. Donc c'est clair qu'il ne pouvait pas donner le pouvoir aux socialistes qui ont conclu une alliance avec l'extrême gauche. Il ne pouvait pas non plus donner à Madame Le Pen, qui fondamentalement elle est considérée comme extrémiste. Donc il a, pour couper la poire, comment il va donner le pouvoir? Au moment où on dit le pouvoir, c'est le peuple qui donne. Mais le peuple mais personne de ces... C'est pas une monarchie, la République française. J'en conviens. Mais il s'est fait qu'il ne sait pas dessiner une majorité claire permettant à un groupe. Aucun de ces quatre groupes a eu la majorité qualifiée. Le fond de gauche, c'est ce qu'on appelle majorité relative. Le dernier gouvernement du président mais Macron, avec la majorité relative, on ne sait pas gouverner. C'était une majorité aussi relative. Il n'y avait pas Macron, le deuxième mandat, il n'a pas eu une majorité absolue. Vous savez, quand on a pu faire un gouvernement. Quand on a une majorité, parce qu'il y a deux types de majorité. Il y a la majorité présidentielle, la majorité législative. Dès lors qu'il lui-même incarne la majorité présidentielle, il peut, comme il a fait avec la majorité législative relative, il peut gouverner. Mais il ne peut pas, au stade où nous en sommes, confier à l'un des camps qui n'a pas la majorité absolue. Mais qui a une majorité relative. Mais maintenant, vous voyez relative, on va passer des motions de censure à censure. Pour qu'il y ait, la Constitution dispose que pour qu'il y ait cohabitation, il faut qu'il y ait une majorité parlementaire claire, absolue. Comme ça, mais ici, aucun de ces quatre groupes n'a réussi à avoir une majorité parlementaire claire. Alors que... Non, mais le bloc républicain reproche la gauche en disant que le programme est suicidaire, parce que la gauche estime qu'il faut revoir concernant... Il y a des points de divergence, par exemple, dans la question des retraites, les questions de salaire, les bas salaires, on dit CIMIC. Il fallait une augmentation avec le taux d'inflation qui est, depuis l'Ukraine, qui ne cesse pas à monter, le coût de la vie. Oui, c'est ce qui a fait les Gilets jaunes, c'est ce qui a fait beaucoup de manifestations en France depuis que le président Macron est au pouvoir. Mais malgré tout ça, nous voyons qu'aujourd'hui, Michel Barnier, qui est un homme gaulliste, de 73 ans, je crois. Avec 50 ans d'expérience politique. Donc, qui est aujourd'hui... On l'a mis Macron, c'est un jeu politique. Il y veut quand même, parce qu'il a encore 3 ans. 3 ans, oui. Il veut conserver et chercher à finir son mandat et peut-être au besoin préparer quelqu'un qui peut incarner cette majorité. Parce que si on est à 3 ans de la fin du mandat, s'il donne à un camp qui n'est pas le sien, donc il croit, si le macronisme, encore que le macronisme ne s'est pas encore incrusté comme on l'aurait souhaité, donc il préfère encore, avec ce jeu-là, de faire une sorte d'un gouvernement presque d'union nationale, mais pas d'union nationale, mais un gouvernement où il sera présent, parce que vous allez voir, dans ce gouvernement, il y aura beaucoup... Ça ne va pas fisser le monde économique avec ces genres de... Parce que normalement, l'économie se construit aussi sur la base de confiance. Mais quand vous avez une population qui est déjà clivée aujourd'hui, parce que
de plus en plus clivé. Non, peut-être la classe sociale, parce que le monde économique, c'est les entrepreneurs. Et les entrepreneurs, bon, avec les républicains, ça va. Mais c'est que ça va frustrer plus la force ouvrière. Les gens de gauche, qui, visiblement, sont majoritaires. C'est là, peut-être, va poser problème parce que le gouvernement qui va se mettre en place ne va pas plus tenir compte de toutes les revendications sociales qui ont fait échec à Macron. Vous avez parlé des gilets jaunes et autres. Donc, je pense que le problème qui sera là, le climat politique sera encore davantage mouvementé parce qu'on veut assister à des grèves et au besoin, si ces parlementaires sont forts, on peut arriver même à obtenir la motion de censure de ce gouvernement et replonger encore le pays dans une crise gouvernementale. Et revenons à notre sujet, la Chine, le pays de Mao Tse-tung, et aujourd'hui veut vraiment s'imposer dans le vieux continent africain. On a vu la semaine dernière 45 États africains à Beijing, une ville stratégique économiquement, y compris la République démocratique du Congo. La coopération RDC, la Chine, date déjà des années 70, 62, jusqu'au 72, donc 70, jusqu'à aujourd'hui. Du point de vue infrastructure, nous le savons, qu'est-ce que la Chine a réalisé jusqu'à aujourd'hui. Du point de vue économique, actuellement que nous parlons, nous avons par exemple une société de coopération sino-congolaise qu'on appelle SICOMIN, avec le contrat qu'on avait fait matières premières et infrastructures avec l'ancien président congolais Joseph Kabila, mais avec Tshisekedi fils, nous voyons qu'ils veulent maintenant augmenter encore cette coopération et la Chine avait mis 50 milliards. Comment vous avez trouvé? Qu'est-ce que nous avons proposé? Vous êtes économiste et qu'est-ce que le Congo devait faire? Parce que aujourd'hui, face à la Chine, je crois, vous savez, quand il s'agit de questions qui engagent l'avenir du pays et le devenir des Congolais, je préfère être le plus possible rationnel. Je crois cette ardoise financière de 50 milliards de dollars pour 40 ou je crois une cinquantaine de pays. 45 qui étaient présents. Mais c'est pour une cinquantaine de pays. Donc, et cette enveloppe, c'est pour 3 ans. Pardon, on ne le dit pas assez. La promesse s'étale pour 3 ans. En d'autres termes, les 50 milliards, si vous prenez 50 économies, ou un peu plus de 50 économies du reste, c'est que chacune d'économies aura, en moyenne, si on divise par, aura au moins 900 millions sur 3 ans, à raison de 300 millions l'an. Et 300 millions l'an, ça veut dire quoi pour la RDC? Si nous avons 300 millions là, et si nous prenons la démographie la plus minimaliste possible, 100 millions, c'est-à-dire c'est comme si on donnait à chaque Congolais $3 pour une année. Pour vous, il n'y aura pas d'effet? Non, je voudrais, avant qu'on en arrive aux effets, parce qu'on en parle un peu trop, les 50 milliards, ce n'est pas les 50 milliards qu'on va donner à la RDC. Et ici, on est au niveau des promesses. Ce sont des promesses. Entre les promesses qui sont faites et la tenue des promesses, il y a toujours des gaps. Mais j'ose croire qu'ils vont tenir la parole. Mais ce n'est pas les 50 milliards qu'on va donner à la RDC. On avait tourné avec vous une émission ici pour que rien que les infrastructures nous coûteraient ces montants-là. Mais je n'arrive pas. Mais je ne peux pas minimiser parce que maintenant, il faut voir maintenant la nature. Ça va servir à quoi? La droite pour les routes nationales, c'est 40 milliards. Ça va servir à quoi? Parce que de tous ces États, les 2 États les plus importants, c'était en tout cas ce sommet-là, l'Afrique du Sud et la Chine. Et la RDC, n'oublions pas que aujourd'hui, la RDC, au moins 60% des exportations congolaises vont en Chine. Et donc, c'est le premier partenaire commercial de la RDC. Mais à quoi va servir cet argent?
les 300 millions ou même 500 millions qu'on obtiendrait. Les accords on dit, et là où je reste un peu très circonspect, c'est pour augmenter, ça va être orienté dans le secteur minier. Et quand c'est pour améliorer la production minière et qui sera exportée à l'état brut, en d'autres termes, c'est pour renforcer l'extraversion de l'économie. Donc on n'aura encore rien fait pour, ce que j'ai toujours demandé, pour qu'on renverse la tendance, pour que nous quittions de l'état rentier, de l'état de l'économie extravertie à l'état introverti. Non, moi j'aurais souhaité, si cette ardoise pouvait servir à avoir une industrie de substitution, pouvait servir à améliorer, à ajouter une valeur ajoutée par rapport aux produits miniers qui sont exportés à l'État, ça aurait été bien significatif. Mais bien qu'il faut dire aussi, dans ces accords, il y a même une clause préférentielle où on fait une exonération des tarifs, ce qu'on demande aux États africains d'exporter presque à $0, à 0 francs, leurs produits. Et là, est-ce que nous avons des produits manufacturés? Donc, même si nous allons exporter sans payer les droits de douane, nous allons exporter quoi? C'est toujours les produits primaires et qui n'ont aucune valeur ajoutée. Donc, on n'aura rien changé la donne. Nous serons toujours une économie extravertie avec une triple dépendance, alors que ce qu'on aurait souhaité, c'est quand, dans ce genre de coopération, que nous arrivions à engager l'industrialisation de la RDC qui n'existe pas. Si elle existe, elle est encore à l'état embryonnaire. Donc, cette enveloppe qui viendrait, c'est pour encore accroître encore la production des matières premières pour alimenter. Et donc, nous restons encore, comme l'avait si bien dit Samir Amin, la théorie du centre et de la périphérie, où nous continuons à demeurer les réservoirs de matières premières et les débouchés des produits manufacturés. Donc, la détérioration des termes de l'échange va encore s'engager et va encore se consolider davantage. Et c'est là, au détriment. Non, mais selon les échos qui arrivent en Chine, nous voyons que par exemple, rien que la ville de Kinshasa a réussi à séduire 250 investisseurs, entrepreneurs chinois pour regagner la ville belle d'Afrique francophone qu'on appelle Kinshasa. Et puis, ces traités, nous voyons que des signatures entre le ministre de la Défense, parce que le Congo a aussi un problème dans le Grand Est avec l'insécurité venant de ses voisins. Et on a vu que le ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, a essayé de signer des accords dans le terrain de sécurité, renforcer la capacité d'utilisation de la République démocratique du Congo, la formation de l'élite de l'armée, et ainsi de suite. Donc il y a quand même des ardoises qui sont pour les Congolais. Non, je ne minimise pas pour autant, parce qu'on ne peut pas repousser une main qui vient à la rescousse d'un peuple en détresse. Surtout pour cet accord, si jamais ça venait à être appliqué, c'est une bonne chose. Vous savez que ce qui nous dérange, ce qui désarticule notre économie, ce qui ne permet pas le décollage de cette économie, entre autres, c'est des questions sécuritaires. Mais s'il y a le soutien, il y a l'accompagnement des partenaires chinois pour nous aider à régler définitivement la question de l'Est, mais il faut noter que la question sécuritaire ne sera résolue que par la volonté souveraine du peuple congolais et de ses dirigeants. Je ne vois pas un peuple étranger, chinois soit-il, vienne régler définitivement la question de sécurité, parce que la question sécuritaire se relève de la souveraineté de l'État et on a besoin de leur appui, qui sera un appui supplétif, mais le gros de cette question, pour résoudre cette question, je crois que c'est l'État, et l'État congolais doit se donner les moyens pour bien sécuriser cette partie de l'Est. Avec 10 millions de morts, c'est un peu trop. Je crois qu'il faut se donner les moyens, et s'il y aura accompagnement
de nos amis chinois dans ce sens-là, ce ne serait pas une mauvaise chose. Parce on a que vu aussi que sans sécurité, qui dit l'économie, dit l'énergie. Le durable. ministre de l'énergie, le professeur Teddy Mwamba, a essayé aussi d'avoir son homologue chinois concernant, parce que le déficit énergétique est très très important dans le territoire aujourd'hui, et les accords précisent aussi que dans le terrain énergétique, il y aura d'ajustement là-dedans. Et comment vous voyez cet aspect? Parce qu'on a vu que le ministre de l'Agriculture aussi, la Chine est parmi les greniers agricoles du monde. Le ministre de l'Agriculture était là-bas, le ministre des Transports. Nous avons aujourd'hui les mégapoles comme Kinshasa, le phénomène d'embouteillage qui est en train d'accroître. On a vu aussi que le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Gombo, était aussi dans la délégation qui était en Chine. Et chacun a essayé de pousser des pions pour que la RDC puisse être celui qui va, pas le calcul que vous êtes en train de faire en disant on va donner à chacun 900 millions, mais les potentialités congolaises, selon les experts congolais, ça sera parmi ceux qui vont récupérer un peu leur droit supérieur dans ces 50 milliards. Bon, et tout les ça, experts de Kinshasa. non, ici, nous sommes sur un terrain d'hypothèse, on peut se construire un paradis. Mais il faut que ceux qui ont vocation, qui ont la décision de nous engager ou qui nous engagent, ils doivent comprendre que personne ne pourra venir faire le bonheur des Congolais à lieu et place des Congolais. Et toute aide qui viendrait n'importe où sera seulement supplétive. Aucun État ne peut obtenir de l'extérieur ce qui ne sait pas se donner de lui-même à l'intérieur. Donc, les Chinois, ce ne sont pas des philanthropes. Dans ce genre de relations, des accords, et même ils parlent même de partenariat gagnant-gagnant. Win-win. Donc, win-win. Donc, ils ne viennent pas à cause des beaux yeux des Congolais. Donc, ce qui est à faire, c'est de créer des conditions optimales ici, et qui peut-être ne va même pas nécessiter à ce que nous fassions les déplacements. Et même, de là où ils sont, ils viendront pour venir, parce que quand ils investissent, c'est pour gagner. Ils ne viennent pas seulement résoudre le déficit énergétique au Congo pour qu'ils ne gagnent pas, parce que ce sont les affaires. Les relations diplomatiques aujourd'hui, elles sont fondamentalement économiques. Donc, si les Chinois ne trouvent pas d'intérêt dans ce qu'ils font, ils ne vont pas venir. Mais s'ils trouvent que le cadre est propice et attractif, où ils peuvent venir mettre de leur argent et tirer, et que nous aussi, de notre côté, nous puissions tirer, donc ils viendront. Donc les mieux à faire, c'est d'assainir l'environnement, c'est de créer des conditions pour permettre aux uns et aux autres, dans tous les secteurs, des transports, de l'énergie, et même de l'industrie, pourquoi pas. Parce que ce qui nous cause préjudice aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas encore l'industrie. Nous voudrons qu'on ait même l'industrie de substitution, pour permettre à ce que nous ayons des produits manufacturés. Et par rapport à cette clause préférentielle, si nous avons des produits manufacturés et que nous pouvions exporter en Chine, mais ça sera très compétitif et on pourra tirer. Mais ici, jusqu'ici, j'ai comme l'impression que l'accord, que ce sommet, particulièrement pour nous, consiste seulement à améliorer la production de nos minerais qui seront exportés à l'état brut. Et là, encore, il faut se le dire, aujourd'hui, la production congolaise, peut-être à 80%, elle est entre les mains des particuliers. Donc, même si nous produisons beaucoup de produits miniers, mais nous allons nous contenter seulement de la rente minière. Nous allons nous contenter seulement des taxes que nous allons obtenir, des royalties, alors que tous les gros appartiendraient encore une fois, parce que au Katanga, là, il y a aussi des Chinois qui sont dans nos mines. Donc, il faut être un peu... tout État, c'est un monstre froid. Les Chinois ne sont pas si différents des Américains, des Français, quand il s'agit de questions économiques. Donc, il faut... on a eu, vous l'avez dit, on a même signé les contrats sino-congolais qui étaient de 6 ou 7 milliards. Oui. Quel est l'impact? Est-ce que l'air n'est pas venu pour faire un peu
les bilans de ces contrats, qu'est-ce qui a été, quelles sont les retombées, retombées, a demandé quelles sont les retombées. Donc c'est pour dire qu'on puisse revoir ces contrats. C'est pour cela aujourd'hui à Kinshasa, je complète, il y a ce qu'on appelle la rocade. Vous voyez la rocade de Kinshasa, c'est dans ces contrats-là des infrastructures entre les Chinois et les Congolais. Donc du côté de Kinshasa, ils ont revu les accords et ils sont en train de retravailler là-dedans. Donc n'applaudissons pas de demain tout de suite. Soyons rationnels, observons, analysons dans les détails les clauses de cet accord, de ce contrat, et voir quels sont les avantages induits dans cet accord. Sinon, nous risquons de déchanter après que cet accord ait été signé. Nous allons retourner encore dans le pays de l'oncle Sam parce que les institutions de Bretton Woods, Kinshasa sous des programmes encore. Il est en négociation avec le deux programmes avec les FMI. Ce n'est pas la première fois. La dernière, c'était il y a 2 ou 3 ans. C'était avec, je crois, 1 milliard qui devait... 1,5 milliard ou les décaissements sur 3 ans. Donc là, 300 millions et quelques. Maintenant, nous passons avec des programmes. Comment vous trouvez? Non, il faut... très bien. Vous savez, il faut se dire que les deux programmes dont il est question, c'est avec FMI. Oui, parce FMI. que dans les institutions de Bretton Woods, nous avons la Banque mondiale et le FMI. Fonds monétaire international. Et il faut se dire que les deux institutions-là financières, ce sont d'abord des affairistes. Ce ne sont pas des philanthropes. Première précision. Et il faut se dire que FMI, quel est le rôle de FMI? Le FMI, son rôle, il vient seulement pour... Son rôle est beaucoup plus pour la stabilité, pour la coopération monétaire internationale, pour les règlements des déficits de balance de paiement. C'est-à-dire, chaque fois qu'un État est en difficulté par rapport à la balance de paiement, FMI, sur base de ce qu'on appelle droits de tirage spéciaux, c'est en 69 qu'on a mis ces droits de financement que chaque État souscripteur, il faut se dire que nous sommes membres du FMI et que il est prévu, il est conclu que chaque fois qu'un État est en difficulté par rapport aux réserves d'échange, par rapport à la balance de paiement, par rapport au cadrage macroéconomique qui peut être perturbé par des chocs exogènes ou endogènes, FMI, il peut être bénéficiaire des droits de tirage spéciaux. Et c'est dans ce cadre-là que la RDC, étant membre effectif, cotisant, parce que ne peuvent bénéficier de ces droits de tirage spéciaux que ceux qui sont en règle de cotisation. Et les droits de tirage spéciaux sont proportionnels aux mises. Et pour la RDC, c'est à quoi vous faites allusion, il y a 3 ans, on a fait ce qu'on a appelé FEC, facilité élargie au crédit, d'1,5 milliard. Et qui était là pour soutenir le monde financier, et le crédit destiné aux entreprises, renforcer la corruption. Aujourd'hui, on a encore des programmes. L'un encore pour... On va encore nous faciliter, on va nous donner la possibilité de bénéficier, je crois, de 225 millions de dollars pour, en termes de facilité élargie au crédit. Mais aussi un autre programme, c'est pour par rapport à tout ce que nous assistons, les changements climatiques, les effets, les externalités négatives liées au changement climatique. Donc, on va mettre les deux programmes, l'un pour la stabilité et le cadre macroéconomique, et l'autre pour la gouvernance. On ne le dit pas assez. Vous savez que notre pays pêche beaucoup par la gouvernance kleptocratique. Donc, il y aura des moyens. Parce que le FMI joue le rôle de conseiller. Et quand on est en programme avec le FMI, il n'est qu'un conseiller pour vous dire que non, voilà comment il faut un peu de discipline
dans les finances publiques, il faut de la transparence, il faut éviter la corruption, c'est tout ce qui est la FMI maintenant, il va mettre tous les instruments, un peu de moyens pour améliorer la gouvernance, parce qu'aujourd'hui... Vous trouvez que Kinshasa quand même est en train de travailler, parce que lorsqu'il essaie à chaque fois de travailler avec le Fonds monétaire international, vous voyez que quand même Kinshasa est en train de chercher que ça devienne attractif dans son territoire. Oui, il faut un bémol. Il faut ajouter un bémol parce que là, si vous le dites si bien, je vais vous dire, vous surprendre, par exemple, il y a ce qu'on appelle les centres de recherche en finances publiques et développement local qui a fait une mini-étude des premiers semestres de cette année. Qui dit quoi, qui donne quoi comme il a indiqué ceci, par exemple, déjà au mois de mars, alors que la prévision des dépenses était estimée à 600 millions, Kinshasa, auquel vous faites allusion, a eu un dépassement budgétaire de 2 milliards 400 millions. Et pire encore, et ce dépassement avec des dépenses exceptionnelles, en violant la loi, je termine, en violant la disposition pertinente de l'article 15 de la LOFIP, qui dit que les dépenses exceptionnelles ne peuvent s'opérer que quand il s'agit de catastrophes naturelles, quand il s'agit des épidémies, quand il s'agit de calamités, mais pas comme l'a fait le gouvernement précédent, même pour des rémunérations, parce que les rémunérations qui ont été opérées, exécutées en ordre d'urgence, alors qu'ils sont des dépenses ordinaires. Et ça, ce n'est pas... on voit que l'actuel ministre de la République est en train de s'atteler de ça, non? Et puis, il a toujours ce think tank-là a indiqué qu'au premier semestre, encore une fois, nous voyons aussi qu'il y a toujours ces dépassements budgétaires en violation de la LOFIP. Donc, c'est pour dire que à ce jour, en dépit des directives du FMI, mais nous constatons avec regret que le gouvernement n'observe toujours pas la transparence et l'orthodoxie financière, et il s'observe une certaine indiscipline dans les finances publiques, et là n'est pas de nature à augurer les bons rendements par rapport au programme qui sera mis en place. Donc il faut mettre vraiment, et là je peux même ajouter, regardez les derniers rankings par rapport à la gouvernance dans notre pays. Nous sommes le cinquième pays le plus corrompu du monde par rapport à Mo Ibrahim, et le cinquième pays le plus corrompu d'Afrique par rapport à Mo Ibrahim, et 15e pays le plus corrompu du monde par rapport à Transparency International. Donc je crois qu'il y a un sérieux problème de transparence et d'opacité, de gouvernance dans notre pays, surtout la gouvernance des finances publiques. Je crois, plus que jamais, il faudrait que ceux qui nous dirigent, le gouvernement qui est mis en place, EMP, fasse preuve d'orthodoxie financière, fasse preuve de tout ce qu'est la loi relative aux finances publiques qui prévoit, pour éviter que nous assistions à nous voyons l'actuel ministre des Finances publiques en République démocratique du Congo, son Excellence Doudou Mwamba, a essayé, Famba, excusez, je massacre un peu le nom de le ministre, essaye de réduire ce que vous êtes en train de parler dans ce plateau de Sageko, que le paiement en mode d'urgence, il faut réduire, la réduire. Par exemple, non, on ne négocie pas avec la loi. Donc, on a réduit, c'est-à-dire qu'il faut respecter. Il y a une réduction aujourd'hui. Non, il ne faut pas réduire. Il faut respecter ce que la LOFIP exige. C'est ce que parce que quand il réduit à quelle proportion. Donc il faut respecter. Aujourd'hui, c'est que quand est-ce qu'on doit procéder à mode d'urgence, et quand est-ce qu'il faut. Voilà. Donc il est en train de réduire. Mais prof, heureusement, vous êtes économiste. Et avec tout ce qui se passe dans l'écosystème mondial de l'économie, le Congo doit prendre quel axe? Est-ce qu'il faut mettre un plan de relance? Comment vous pensez qu'on peut quand même bouger les marqueurs en République démocratique du Congo aujourd'hui? Comment on peut bouger les marqueurs aujourd'hui en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il faut un plan? Est-ce qu'il faut un plan? Naturellement, je vous ai, au risque de me répéter, je vous ai toujours dit que la situation de la RDC
n'est pas une fatalité en soi. Beaucoup de nations sont passées par là, et même d'autres qui ont connu des situations beaucoup plus graves que les nôtres. Mais c'est ce que nous devons faire, ce qu'il y a à faire, c'est de mettre, comme je l'ai dit, un plan pluriannuel endogène. Un plan qui sera le reflet des réalités socio-économiques, politiques de la RDC, conçu par les Congolais et pour les biens des Congolais. Pas de prêt-à-porter. Parce que très souvent, à cause de notre extraversion culturelle, à cause de notre culture d'emprunt, nous avons toujours tendance à croire que les meilleurs plans, c'est celui qui est conçu par les institutions de Bretton Woods ou par n'importe qui viendrait de l'étranger, alors que dans ces pays, à l'interne, nous avons des valeurs, nous avons des personnes habilitées à rédiger ces plans et à faire que ces plans-là, qui pourra prendre autant d'années que ça pourra prendre, et que tous les régimes qui vont se succéder vont s'inscrire dans ces plans. Ainsi, on pourra nous tirer. Et les meilleurs plans qui a existé, vous vous en doutez, en Europe, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall, ce plan-là, c'est ce plan-là qui a été à la reconstruction de l'Europe tout entière. Parce que l'Europe a été totalement détruite. Et des plans comme ça, nationaux, les plans continentaux, et ça existe. Donc c'est à nous de voir qu'est-ce que nous pouvons faire, et comment obtenir un minimum, un consensus minimal, pour qu'on réunisse toutes les élites de tous les horizons, pour mettre en place un plan pluriannuel endogène qui nous permettra de nous tirer du gouffre. Auquel cas, nous allons faire le surplace, sinon nous risquons de nous trouver dans l'abîme, comme c'est le cas actuel. Kinshasa, aujourd'hui, l'éclairage, selon ce qui nous dirige, ça se voit clair que le président Tshisekedi veut que les choses changent en République démocratique du Congo. Il a essayé de taper dans tout. Vous voyez qu'il tape sur la corruption, ce que vous êtes en train de décrire dans ce plateau, en mettant l'appui sur l'institution qu'on appelle l'IGF, qui est aujourd'hui devant la scène publique congolaise. Et aujourd'hui, nous voyons qu'en arrivant le premier 100 jours, on avait déjà un programme, que vous le connaissez, qu'on avait appelé programme des 100 jours. Et c'est là, c'est autour toujours de l'infrastructure. Et après, le président Tshisekedi a continué avec ce que nous appelons les programmes des PEDEL 145 territoires. Parce que pour lui, les 145 territoires de la République démocratique du Congo ont beaucoup de problèmes d'infrastructure, et qu'ils soient routiers, le bureau, ainsi de suite. Et c'est cela qu'il a mis en place. En venant avec ce nouveau gouvernement, on voit qu'ils sont des capitales du monde avec les experts congolais pour que les choses puissent changer. Donc pour vous, Kinshasa, économiquement, les jours roses sont encore lointains. Trop de plans tuent les plans. Vous avez cité au moins 5 plans depuis qu'il est là. Ça, ce sont des programmes. Il a fait ces programmes qui ont permis. Ces programmes, c'était important. Faisons maintenant les points de ces programmes. Prenons pas les 100 jours. Quel a été l'impact socio-économique des plans, les programmes 100 jours? Vous avez... à part les spectacles, les scandales financiers à grande échelle, quel a été l'impact? Quel est l'impact aujourd'hui? Est-ce que les Congolais se reconnaissent dans ce programme de 100 jours? Les viaducs de Kinshasa, qu'on appelle le saut de mouton, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a réglé comme situation? Les véhicules. Quel a été? Non, voilà. Attendez. Vous êtes un journaliste professionnel, aguerri. On a mis c'était quoi? C'est pour permettre la circulation? Est-ce que à ce faciliter la circulation? Est-ce qu'aujourd'hui, même en venant dans cette émission, vous savez combien de temps j'ai mis pour arriver dans cette émission? Les embouteillages deviennent le quotidien. Et donc, ce saut de moutons-là n'a résolu, n'a apporté aucune solution. Il n'y a pas d'amélioration dans ces cas. Mais ça s'est même empiré davantage. Quand vous comparez avant les sauts de moutons et aujourd'hui, en termes, prenons en tant qu'économiste, à la place de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, vous devez commencer par quoi? Non, il fallait améliorer, par exemple, la route en fait. Non, c'est un problème de route secondaire qu'on n'a jamais résolu. Si on pouvait cette ardoise importante d'argent devrait ne plus que servir pour
aménager les routes secondaires, même pas construire, réparer ces routes secondaires, ça aurait résolu le problème. Vous avez la route des Est-ce que vous avez des routes? La route des les routes secondaires ici. Ces routes qui à terme, et pour un mégapole comme les nôtres, c'est rien. Quelque part, prof. Commencez par, mais avec tout l'argent là qu'on a englouti là, si on pouvait réparer ne fût-ce que les routes existantes, on aurait résolu même de moitié les problèmes d'embouteillage. Mais aujourd'hui, je ne vois même comment, on ne sait même pas, les gens ne sortent pas parce que toutes les routes sont complètement détruites. Et je me dis même que les faits qu'on ait dit même que non, le programme zéro trou, c'est comme si on a encore déclenché l'opération des trous à travers la capitale et on ne sait même pas, je ne sais pas. Et à moins qu'on soit comme quelqu'un qui est dans une tour d'ivoire et qui ne comprend rien de ce qui se passe en dehors de donc, là où les gouvernements de Kinshasa, c'est ingouvernable. Kinshasa aujourd'hui, quand on se réveille, on ne sait pas se mouvoir parce qu'il n'y a pas de circulation, il y a un embouteillage partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de routes secondaires et toutes les quelques routes existentielles sont totalement détruites. Est-ce que ça commence en 2018 lorsque le président Tshisekedi arrive? Non, nous parlons parce que vous avez parlé des programmes, 100 jours. Et je vous ai dit que non, ça a été un gâchis. Un gâchis, ça n'a résolu aucun problème. C'est vrai par rapport à ça. Quand vous parlez même des programmes 145 oui, PDL 145 quel est l'impact? Interrogez. Vous avez toujours tort de considérer que Kinshasa c'est la RDC. Quand vous partez dans allez même à 100 km d'ici. Les écoles ont été bâties. Quelle école? Quel est l'impact? Quelle école? Sur le territoire, parce que le territoire est vaste, comme vous dites. Quand vous allez dans le Kassa, il faut éviter les saupoudrages. Par exemple. Écoutez, il faut éviter les saupoudrages. Éviter les saupoudrages. On aurait dit fait quoi? On aurait dit fait c'est ça. On prend même 10 territoires pilotes. On lance le programme. Si ça réussit, on duplique. On ne peut pas, avec une enveloppe si insignifiante. La droite était de combien? C'était, je crois, 1 milliard quelque chose. C'est 1 milliard. Vous reconnaissez que la droite n'était pas importante. C'est pourquoi il fallait rationaliser. Parce que la droite n'est pas importante. Vous savez, quand on fait un programme, il y a ce qu'on appelle la pertinence du programme. C'est quand il y a adéquation entre les objectifs qu'on veut atteindre par rapport aux moyens dont on dispose. Mais vous avez 1 milliard, vous voulez engager 145 territoires. C'est insensé. Avec les peu de moyens, utilisez-la à bon escient pour 10 territoires ou 3 territoires. Quand ça réussit, vous dupliquez ainsi de suite. Mais quand vous saupoudrez comme ça a été le cas, ça n'a aucun impact. Tout Kinshasa, tout est noir. Avec tout ce qu'on vient de voir ici, là, dans ce plateau de Sageko, heureusement, nous. On a vu quoi? Peut-être que c'est moi qui suis frappé de ces cités. Avec tout ce que on a vu quoi? Kinshasa fait, nous avons commencé avec le programme, le déprogramme. Il y a 3 ans. Je vous ai montré que c'était du gâchis. C'était du gâchis. On a vu aussi le programme des 145 territoires. Non, ne dites pas ça, parce que les gens qui nous suivent, les gens qui du Congo profond, c'est que le Congo a fait aujourd'hui avec ces sommets de la Chine. Ça veut dire que parmi les États qui vont engager un peu, peut-être, je crois, peut-être le Congo prendra 10 milliards, parce que c'est 50 milliards. Comment il va de 10 milliards? Alors les autres vont en auront combien? Oui, mais si les projets congolais séduisent plus que les autres Africains. C'est un peu un problème de séduction. C'est un problème de... Si vous avez même 500 millions, tout au plus 500 millions, ça représente quoi? Vous dites déjà que c'est que le Congo va prendre ces 500 millions. Tout au plus. Parce que ce programme-là n'est pas destiné seulement à la RDC. Les 50 milliards, c'est pour l'Afrique tout entière. Oui, mais ce sont des États où les financières chinoises tous les États leurs intérêts, c'est pas un don. Mais ce sont les États qui ont une bonne gouvernance, un climat des affaires. Mais vous êtes au bas de l'échelle. Quand les gens parlent de la corruption, quand des gens ont dit... Même nous sommes dans un état corruptogène. Ah oui, mais on dénonce en ce moment. Non, le problème, ce n'est pas de dénoncer. Et puis on a créé des conditions optimales pour attirer les gens. Le problème, ce n'est pas... Est-ce que vous êtes d'accord? Non, le problème, ce n'est pas de dénoncer. Oui, mais est-ce qu'on dénonce? Le problème, c'est de créer... Non, le problème, ce n'est pas de dénoncer. Le problème, c'est de créer des conditions optimales, de l'exercice
des affaires. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un climat des affaires attractif. Le problème, ce n'est pas de faire des déclamations. Le problème, c'est de créer des conditions et pour attirer les gens. Les gens viendront d'eux-mêmes sans qu'on ait des discours mielés. Le problème, ce n'est pas de dénoncer. À un moment, on est vous dénoncez, mais quand on fait les rankings, si la gouvernance, vous occupez toujours les... On est en quelle position maintenant mais je vous ai dit, nous sommes parmi... business, ça nous donne quelle position. Ils ont réactualisé la chose. Nous sommes... En quantième. Sur 190 économies, nous sommes, je crois, 182e. On a gagné combien de points? Mais même si vous gagnez un point, mais vous êtes toujours à la traîne. Vous êtes à la traîne. Non, vous êtes à la traîne. Non, le problème c'est dit, vous êtes à la traîne. Comprenez que nous sommes dans le si vous occupez 182e, mais vous êtes parmi les derniers. Oui. Mais le travail est en train de faire, non? Mais c'est minime, c'est insignifiant. Ça ne peut pas attirer les gens. Mais par baguette magique, il n'y aura pas de baguette magique. Tant qu'il y aura toujours, chaque fois qu'on se réveille, toujours des scandales financiers à grande échelle. Et vous voyez qu'un investisseur sérieux peut venir dans un environnement aussi morose comme le nôtre pour venir jeter de l'argent. Non. Mais le premier investisseur, ça devait être le Congolais. Mais le Congolais, n'a pas de moyens. Parce qu'il n'y a pas une politique. Il n'y a pas une politique d'octroi de crédit. Il faut des politiques publiques. Quand je vous dis tout le temps qu'il faut un État stratège, alors vous comportez un État rentier. Vous ne créez pas de conditions pour permettre à ce que les Congolais, d'abord, investissent dans leur propre pays. Vous voulez que les gens d'ailleurs viennent investir. Les gens d'ailleurs viennent d'abord, c'est quand ils trouvent qu'il y a des investisseurs congolais qui prospèrent, qui investissent, qui gagnent. Et ça va attirer les autres de venir. Mais tant que vous mettez les investisseurs congolais dans des conditions où ils ne savent pas exercer bien leurs affaires, mais les autres ne viendront pas. Sinon, vous allez vous contenter de vos tours, tous ces aventuriers des grands chemins qui viendront dans les activités spéculatives. Mais les investissements sérieux, il n'y en aura pas. Pour que ça vienne, il faut créer des conditions optimales d'opportunités économiques. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est est en train, mais c'est factuel. Vous parlez toujours en termes d'hypothèses. Après 6 ans, 7 ans, on ne peut pas parler en termes de projet. Il faut maintenant faire les bilans. Qu'est-ce qu'on a fait après 5 ans? Qu'est-ce que nous comptons faire? Parce qu'on ne peut pas faire de la prospective tant qu'on n'a pas encore fait les bilans. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Faisons les points. On ne peut pas naviguer à vie. Qu'est-ce qu'on a fait pour que ceux qui veulent venir viennent? C'est ça le problème. C'est ce qu'ils ont fait. La transparence est aujourd'hui au Congo. Quelle transparence? Quand vous voulez, on vous arrête. Alors, prof, comprenez. Transparence. Je ne comprends pas bien ces mots. Quand vous parlez de la transparence, vous faites allusion à quoi? Nous sommes arrivés à la fin, comprenez. La régie nous dit. Donc, je crois, vous et moi, nous n'avons que ce pays en partage. Je ne sais pas si vous avez. Bon, parce que dans ce pays, le caméra est là. Beaucoup de Congolais. Le caméra est là. Donc, plusieurs nationalités. En fait, mais en tout cas, qu'est-ce que le Congo doit faire pour qu'on revienne comme les années 60? Cette économie, le marqueur, en des mots, pour façonner déjà à la fin, nous avons épuisé le temps. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de redevenir des hommes normaux. Et pour nous qui considérons que la politique doit être une bataille autour des idées, je crois qu'il est plus que temps que les Congolais de gauche, de droite, du nord et du sud marquent un arrêt et considèrent que nous avons tous fauté. Faisons un exorcisme collectif. Et ça, c'est parmi la vertu même africaine. Retrouvons-nous autour de l'arbre à palabre. Je sais que beaucoup de Congolais sont devenus très sceptiques quand on parle de discussions. Vous me laissez terminer, vous m'avez donné quelques minutes. Ils sont devenus sceptiques. Pourquoi? Parce que depuis 60, quand les politiques se rencontrent, c'est pour... Bon, ils n'aiment plus le partage de pouvoir, ils parlent de partage de responsabilité. Non, moi je ne parle pas de ça. Aujourd'hui, le Congolais n'est pas une propriété privée exclusive des politiques. Il est temps que les forces vives de la nation. Et quand je parle de forces vives de la nation, je vois la société politique.
la société civile, l'élite du savoir à laquelle j'appartiens, l'élite de la voix, les opérateurs. Bref, sous la médiation de l'Église, on se met autour d'une table et puis on discute et on définit les règles. Et de manière à ce que, dorénavant, que ce soit les meilleurs d'entre nous qui doivent présider à la destinée collective. Et que cette culture des barbares qui prennent place, qui soient au devant de la scène, que ces barbares soient pris en charge maintenant par nous, l'élite. Parce que depuis la Grèce antique, mieux l'Égypte antique, la politique est d'essence élitiste. Donc non, ce soit les meilleurs d'entre nous. Que les gens arrêtent de considérer que la politique c'est une profession. C'est un service, c'est un apostolat. Et devant de telles évidences, devant un destin commun, il faut savoir taire ses égos. C'est vrai, nous sommes caractérisés par l'égocentrisme, mais je pense qu'aujourd'hui, les politiques comme les intellectuels, les religieux, peuvent marquer un arrêt et se retrouver autour d'une table. Je crois l'un d'entre eux a parlé de la cohésion nationale. Un leader politique a parlé de la cohésion nationale, Martin Fayoulou. Je crois il a lancé l'idée. Je crois les autres peuvent. Il faut chercher d'autres couloirs parce que ces couloirs-là, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, comprenez mon émotion. Et vous savez, Saint-Sylvestre, et puis on peut dire aussi conférence nationale souverain. Vous savez vous-même, vous avez même dit dans ce plateau comment ça finit. Et le peuple l'a dit en ce moment, cherchez une autre voie parce que ces voies-là. Quelle est la voie? Non, je vais terminer par là. Vous savez, les quelques politiques que nous avons sur le microcosme politique congolais, soit qu'on ait ici de la belligérance, soit qu'on ait ici de la lutte politique. Opposition. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez qu'on revienne dans les périodes sombres? Vous avez bien compris, des guerres, professeur. Alors que nous pleurons nos morts, plus de 10 millions. Est-ce que nous allons continuer toujours avec la guerre? Il soutient ce qui est en train de se dire en ce moment en République démocratique du Congo par le leader de Lamuka, mais les autres disent Lamba Lia Yomoko. Et c'est de Sageko d'aujourd'hui prend. Vous savez, et je termine par là. Voilà. Mon collègue Max Weber dit ceci. Oui. Un homme politique est guidé par deux types d'éthique. L'éthique des responsabilités et l'éthique des convictions. Je pense que celui qui a lancé cette idée, si il dépendait de l'éthique des convictions, il ne l'aurait pas lancé. Mais à un moment, il faut prendre ses responsabilités et être guidé par l'éthique des responsabilités. Nous vous remercions, Prof. Omeonga, pour aujourd'hui. L'actualité économique était intense dans le continent. Nous remercions aussi les internautes qui nous ont suivis, y compris l'équipe technique des SAG Eco, de la chaîne francophone de Kinshasa et de l'économie. Quant à moi, le prochain numéro, si vous voulez être à la place du professeur Omeonga, contactez-nous via le digital. N'oubliez pas à liker tout à l'heure dans ce plateau le même sujet avec un autre politique, le Parisien de Kinshasa, on l'appelle Pati Katanga. On va essayer de voir comment est-ce que le Congo est en train de bouger, parce que vous savez, parmi les 45 en Chine, le Congo était présent. Il y a 50 milliards. Est-ce qu'on prendra 15 milliards? Quant à moi, le prochain numéro profondément. Merci. Sageko. Présenté par Mathieu Takizala.